Bienvenue à cet épisode de La Retenue, le podcast qui traite d'éducation financière et qui vous évitera de devenir un cancre de la finance. Savez-vous c'est quoi une planche pelvienne, un anus, un rectum et pourquoi et quand consulter un physiothérapeute? Êtes-vous salarié et vous pensez devenir travailleur autonome, mais vous voulez bien préparer la transition? Pensez-vous investir en immobilier, mais vous désirez découvrir dans quoi vous vous embarquez? On reçoit Gévanie Duval, physiothérapeute autonome et spécialisée en rééducation périnéale, entrepreneuse et investisseuse en immobilier. On touche beaucoup de sujets. Manquez pas ça. On se rejoint à La Retenue. Bonsoir, merci d'être là à un autre épisode de La Retenue. Ce soir, dans cet épisode, on change un peu de style, on change un peu de direction. On a un invité spécial. Donc aujourd'hui, avec moi, Gévanie Duval, physiothérapeute. Gévanie, merci d'être à La Retenue, merci d'être en studio. Merci de m'avoir invité. Donc, première question qu'on demande toujours, que j'aime poser, c'est-tu la première fois que tu es en retenue? En retenue en général, est-ce que tu étais tannante quand tu étais jeune ou est-ce que tu étais une élève triple A puis on n'avait pas de problème avec toi au niveau comportemental? Écoute, une retenue, là, je suis dans un monde parallèle en ce moment-là. J'ai jamais été en retenue, à moins vraiment que j'ai un trou de mémoire parce que ça m'a donné un choc post-traumatique puis que j'ai oublié, là, mais à ma mémoire, j'ai jamais été en retenue. J'étais très studieuse, peut-être même trop studieuse comme élève. J'imagine que ça t'a amené, être studieuse, ça t'a amené du positif. Donc, c'est bon de ne pas avoir été en retenue, là, finalement. Là. C'est bien. On apprend des choses en retenue, mais on apprend des choses en n'étant pas en retenue. On fait d'autres choses quand on n'est pas là. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, récemment, ma mère faisait du ménage là, de printemps, puis elle a retrouvé des bulletins que j'avais au primaire en maternelle. Puis les commentaires des profs, c'était Gévanie ne parle pas assez, faut qu'elle intervienne plus, faut qu'elle parle plus fort. Fait que peut-être que j'aurais bénéficié, tu sais, un peu de aller dans le champ gauche un peu puis aller en retenue, mais en tout cas, il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, c'est ma première retenue. Exactement. D'ailleurs, on se disait que c'est ton premier podcast, première fois que tu viens en studio. Puis c'était un peu imprévu. Vous voyez que j'ai le chandail imprévu parce qu'on jasait. On se connaît parce que t'es cliente au niveau de tout ce qui est hypothèque, financement, immeuble. On va en parler un peu. Puis ton conjoint qui est pompier, on jasait un peu du show. Et puis, finalement, il a dit, non, savais-tu que Gévanie est physio, Gévanie, elle pourrait venir au podcast, puis finalement, te voilà ici en fait, aujourd'hui. On parlait de ton bébé. C'est vrai qu'on parlait de mon bébé. On parlait de ton bébé, puis comment ça allait, puis lui, il a trouvé le moyen de, ramener ça à moi. D'insérer. C'est ton VP marketing, finalement. Là. Absolument. Ma cheerleader, que j'appelle, puis il a amené juste le sujet de, by the way, ta femme a accouché. Sais-tu qu'elle devrait faire de la rééducation périnéale? Et ça tombe que ma femme est physio, puis tu devrais vraiment la consulter. Voilà, puis je vois que tu as amené un ami avec toi aujourd'hui, là, on va le montrer tantôt, là, mais pour commencer, avant de rentrer dans tout ce qui est physio, puis tout ce qui est... j'ai de la misère avec ce mot-là, c'est le plancher pelvien. Plancher pelvien. Non, celui avant, l'entretien. La rééducation périnéale. Périnéale. Ce mot-là. Je vais le pratiquer. Là. Je suis blond, hein, c'est pas facile. OK, mais pour commencer, on va parler un peu de ton travail parce que pour les gens qui nous écoutent sur Spotify, qui nous regardent Facebook, qui nous regardent TikTok,
tu as fait une transition, tu étais physio, tu as étudié pour être physiothérapeute, naturellement. Ouais. On espère, parce que sinon... Mes diplômes, je les ai imprimés sur Internet. Ouais. Et puis, tu as commencé salarié et tu as fait la transition un peu plus tard dans ta carrière, récemment. Je pense que ça fait quoi, 2 ans? Oui, exact. 2 ans pour devenir autonome. Ouais. Donc, j'imagine, ce transfert-là, il y a beaucoup de gens qui pensent ou qui rêvent de devenir travailleur autonome, qui rêvent d'avoir leur propre entreprise, leur propre boss. Tu as décidé de faire ce choix-là. Qu'est-ce qui t'a motivé d'aller d'un travail, mettons, public ou privé, mais salarié, à gérer ton propre horaire, trouver ta propre clientèle? C'était quoi la motivation et tes inquiétudes face à ça? La motivation, c'était vraiment les enfants. Honnêtement, là, c'était le gros élément déclencheur parce que j'avais un petit peu cette idée un peu, comment je pourrais dire, utopique, là, de ce serait quoi ma famille, puis le quotidien avec mon mari, puis mes enfants. Puis là, tu reviens de congé de maternité, puis t'es comme, reality. Am I in the rat race? Like, qu'est-ce qui vient de se passer? Puis, tu sais, comme tu as dit, mon conjoint est pompier, donc il a des horaires atypiques. Comme physio, en clinique privée, on a des horaires un peu atypiques aussi parce que souvent, on va devoir travailler de soir quand les gens finissent de travailler, justement. Puis là, je me rendais compte que ça marchait, mais ça marchait pas, là. Donc, c'était beaucoup on faisait la tag. Donc, lui, il venait du travail. Moi, je quittais, donc j'étais seule avec les enfants. Quand moi, j'allais travailler, lui était seul avec les enfants. Donc, je me disais, bon, c'est quoi, là, on est-tu vie comme... de famille, plus difficile. Exactement, là, c'est comme ça, on était séparés, mais ensemble. Là. Puis je me suis dit, non, c'est pas pour ça là, que j'ai eu des enfants. Je voulais passer plus de temps avec eux. Puis je me suis dit, la flexibilité, elle doit venir de quelque part. Lui, veut pas, il y a des bons avantages sociaux, puis... Je pense pas que tu peux donner le travail autonome de toute façon comme pompier. Je pense pas que c'est... Ben, peut-être, mais... Peut-être aux States. Peut-être, oui, c'est ça. Genre, des fois, les gens engagent les pompiers privés pour aller... Je pense pour les forest fire, là, exactement. Là, mais ici, je pense pas que c'est une option non plus. Donc, par la force des choses, ça m'a amené à réfléchir, me dire, OK, comment moi, je pourrais faire pour rendre ça un petit peu plus agréable puis avoir une vie de famille un peu plus équilibrée. Fait que la voie d'être travailleuse autonome... prenait tout son sens à ce moment-là. Ouais. C'est quand même un gros saut parce qu'on y va d'un salaire qui est secure. Ouais. Donc, c'est comme les gens qui nous écoutent sont comme, OK, je pensais faire ça, mais j'ai peur parce que là, j'ai un salaire que je payais 50, 60, 80, 100 000, peu importe. Et là, je vais commencer quelque part où est-ce que ça va être zéro au départ. Puis il va falloir que je trouve du monde. Est-ce qu'il y a du monde qui vont vouloir venir me voir? Comment je vais faire mon marketing? Comment que t'as idéalement, ta motivation, c'était famille, mais quand tu es venu pour, OK, famille, oui, voici ma cédule, mais là, après, il fallait que tu te développes, il fallait que tu commences ça. C'était quoi le processus de transition? Comment tu as vécu ça? Qu'est-ce que tu as mis en place pour commencer à trouver ta clientèle et tout ça? Je pense que déjà, à la base, l'avantage que j'ai toujours été très économe. Donc, j'avais pris l'habitude, de me bâtir un coussin. Donc, financièrement, ça me donnait aussi une façon d'être un peu moins stressée par rapport à ça, puis de me dire, OK, au pire, si ça marche vraiment pas, j'ai un petit coussin. Puis, je suis pas non plus quelqu'un qui a des goûts ultra luxueux. Je peux me permettre de vivre avec peu. Donc, je me disais, au pire, je peux quand même me permettre de diminuer mon train de vie, puis ça va bien aller. Pour le départ. Pour le départ, donc, point 1, bâtir un coussin avant de peut-être faire le saut. Ce serait un des conseils pour être sûr que tu de regarder sa situation, puis dire, OK, au pire, si ça va vraiment pas bien, le pire qui peut arriver, c'est ça. Puis je peux bien vivre avec ça. Bon conseil. Puis après ça, c'est vraiment d'y aller graduellement, puis de se faire confiance. Puis en physio, c'est beaucoup de bouche à oreille aussi. Hein. Tu traites quelqu'un, ça se passe bien, il parle de toi à sa femme, à son oncle, à son frère, puis les choses se bâtissent comme ça. Mais je dirais un des défis, étant donné que, comme on parlait tout à l'heure, je suis une personne qui est plutôt introvertie. J'écoute beaucoup, mais c'est rare que je vais parler énormément de moi-même. Puis là, comme travailleuse autonome, je me représente moi. Donc, je peux pas me cacher derrière une clinique ou derrière une bannière. Non, c'est vraiment moi qui me vends moi. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à faire. C'est souvent quelque chose que beaucoup de travailleurs autonomes négligent. C'est pas qu'ils négligent, mais c'est une réalité qu'ils font face que, OK, là, c'est moi. Là. Donc là,
Puis au Québec particulièrement, puis on en parle sur le podcast, il y a comme ce genre de sentiment que si je parle de moi, c'est pas dans mes valeurs, tu sais, comme je veux pas me mettre de l'avant. Ouais, c'est comme si tu te vantais. Ouais, c'est ça. Puis c'est quelque chose unique au Québec, je pense. Si on regarde le reste des États-Unis, aux États-Unis ou au Canada, les gens ont tendance à être comme non, c'est ma business, puis là, la fierté, puis c'est correct. Mais puis au Québec, on est un peu plus reculé. Non, je veux pas me mettre trop de l'avant, je veux pas parler de mon succès trop parce que les gens vont me juger. Tu sais, est-ce que c'était quelque chose qui piétinait, mettons, en arrière? Ouais. Oui, je pense qu'intérieurement, peut-être qu'il y avait un peu de ça aussi. Mais j'ai un mari qui est très... go-getter. Oui, très go-getter, mais pour moi. Alors, qui m'encourageait beaucoup, dire, mais non, t'es bonne, puis qui parlait pour moi, de moi à d'autres mondes de son entourage, puis comme ça, de fil en aiguille aussi. Puis il faut dire aussi, ça fait quand même plus que 10 ans que je suis physio, donc j'avais déjà quand même une certaine clientèle. Un achalandage, un peu des gens qui te connaissaient. Exactement. T'as-tu envoyé un courriel ou une lettre à toute ta clientèle? Non. Même pas? Non. Donc, les gens t'appelaient directement. T'étais où avant? Ça, c'est une bonne... Comme tu travaillais pour une compagnie? Ben, en fait, ce que je faisais, c'est que je travaillais en clinique privée. Ce que je fais encore, entre autres, c'est juste que là, ça a changé du sens que je suis plus consultante, si on veut, aux travailleuses autonomes. Donc, j'ai aucune des garanties qu'un employé va avoir. J'ai aucun des avantages sociaux qu'un employé va avoir. C'est un petit peu... c'est ça. Dans le fond, je suis consultante pour une clinique. C'est ça. Donc, je suis une consultante pour une clinique. Et à part de ça, ben, j'ai mon bureau aussi à la maison où là, c'est vraiment moi qui fais à 100% mes choses. Donc, tu vois des clients à la clinique privée ou est-ce que, mettons, si ils ont des clients, ils disent, OK, j'ai venu rentre, on a des clients, tu peux les prendre. Exact. Puis, il y en a beaucoup là-dedans qui sont des gens que je voyais déjà auparavant quand j'étais employée. Donc, ça a juste continué malgré le changement de statut. C'est plus par rapport à mon bureau à la maison où là, j'ai dû me mettre un petit peu plus de l'avant. Donc, tu as aménagé la maison, j'imagine, pour que ça soit... C'est-tu dans le sous-sol, le garage? Comment ça s'est fait? Dans le sous-sol. Fait que dans le fond, on s'est fait un gym. Donc, tout ce qui est réhabilitation, mes patients qui ont eu des chirurgies, post-op, qui ont besoin vraiment comme de réentraînement, ben il y a ça. Puis, j'ai aussi vraiment comme un petit bureau fermé, là, où je peux faire mes consultations. Faire ton travail, tout ça. OK. Donc, tu parlais de ton mari qui est ton number one fan. Ouais. Puis je pense, comme un conseil, ou peut-être pas un conseil, mais un avantage, c'est d'avoir du support autour de toi quand tu deviens travailleur autonome, parce que si t'as pas de support, t'es comme, you're like alone on your island, t'es tout seul, puis t'es comme, qu'est-ce que je fais? Ton mari, number one fan, avec le drapeau puis tout, là. C'en est honteux, des fois. Oui, en parlant de support intense, tu m'as conté une histoire off-air que ton mari voulait te... Je vais te laisser le conter. Parle-moi du tatou que Ben, s'appelle Ben, que Ben s'est fait par rapport à ton travail. Ah là, ouais. I married my stalker. C'est correct, ça. Il y a un show sur Netflix, You, là, c'est ça? Ben, c'est You, c'est ça? Ben, il est pas psychopathe non plus, là. J'espère. Mais c'est juste, en fait, parce que mon logo, c'est mes initiales à la base sur mes cartes d'affaires. Puis, tu sais, au début, j'avais un petit peu des réticences, puis comme je disais, un peu de misère à m'affirmer, puis de dire, bon, ben là, c'est moi, puis je me vends moi. Puis, à un moment donné, il est arrivé à la maison, puis il m'a montré, genre, son torse, puis comme, ben, je me suis tatoué ton logo, fait que moi, je crois en toi. Là, c'est à toi de croire en toi. C'est quand même incroyable. C'est la première fois que je vois que le mari ou le conjoint d'un travailleur autonome... Je vais aller parler à ma femme à la fin de l'épisode, puis je vais dire, écoute, bébé, je trouve qu'il manque de support. Que t'es pas assez investi. Oui, j'aimerais ça que tu mettes de la retenue là, sur un de tes côtes. Ben oui. Écoute, je pense que c'est comme ça que tu sais que c'est vrai. Oui, exact. C'est permanent, you know. Ouais, non, mais écoute, ton mari, c'est vraiment, c'est du support, ça. Oui, mais c'est un autre niveau, là. Vraiment. Donc, tatou, tes logos... GD, c'est ça? GD juste là. C'est parfait. C'est ça. Fait que là, j'avais pas le choix d'y aller à fond, là. Écoute. Il va falloir que tu lui prennes une photo. Il va falloir qu'il fasse un genre de selfie, là, qu'il le mette sur les médias sociaux là, pour qu'il puisse dire « Avez-vous besoin de physio? Here it is, right there. » Est-ce que le numéro de téléphone est aussi tatoué ou non? Écoute, donne-lui pas d'idée. Last time I check, non, mais ça peut changer, hein, ça se rajoute. On sait jamais.
C'est vraiment cool, ça. Donc, bref, tu as commencé à travailler. Et puis, comment ça va après 2 ans? La transition s'est bien fait. Tu te sens confortable maintenant? C'est quoi tes plans avec la business moving forward? C'est un peu quoi? Qu'est-ce que tu penses? J'y vais vraiment graduellement, puis j'essaie de pas me trop donner de pression avec ça, mais est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien. Ça grandit bien, puis tu sais, mon but derrière tout ça, c'est vraiment d'avoir une flexibilité. Puis ça, je l'ai, fait que je suis super contente. J'avoue que je travaille plus que ce à quoi je m'attendais initialement. J'avais un petit peu la naïveté de me dire, ah ben là, j'ai 13 autonomes, c'est moi qui décide, puis je mets mes limites. Fait que si je veux pas travailler, je veux pas travailler. Mais finalement, je me rends compte que c'est vraiment plus dur de dire non quand tout repose sur toi. Ouais. Puis cette espèce de déresponsabilisation que tu peux avoir quand tu es employé, de dire, ben moi, je finis à 4 heures. Si quelqu'un appelle à 4 heures, ben désolé, c'est fini. Ben là, quand un patient t'appelle, ben j'ai barré du dos, puis t'avais comme pas prévu travailler un samedi matin, ben essaie de lui dire non. Moi, je te comprends. On reçoit des courriels, même chose, puis même si tu te dis, OK, mais là, il est 7 heures le soir, je vais prendre un break, mais quelqu'un écrit, puis là, tu le vois, puis t'es comme, ben, tu sais, tu te sens responsable personnellement versus... Ouais. Quand tu es employé, tu te sens responsable, mais tu es comme, OK, mais je vais répondre demain parce que je suis pas payé en ce moment. Mais quand c'est toi, tu as comme un feeling que il faut que je sois là. Ouais. Parce que si je suis pas là, ben ça reflète sur mon entreprise. Même si c'est pas nécessairement vrai, puis c'est pas santé des fois, il faut s'apprendre à dire qu'elle ferme le téléphone, là, puis take a break. Ma conjointe, je sonne comme ma conjointe, là, ferme ton téléphone, right? Non, mais toi c'est quelque chose d'autre. Là. Moi, c'est une autre affaire. Parce que moi, j'écris mes courriels le soir. Puis des fois, je t'écrivais à 10 heures me disant, tu sais, je vais faire ça maintenant, puis il va me répondre. Puis non, tu répondais à 10 heures le soir. Fait que j'ai arrêté de t'écrire le soir parce que des fois, je me sentais mal pour toi. C'est je trouvais que tu répondais trop tard. C'est pas tout le monde qui a ce genre de... Merci pour... Je te promets que j'y pensais. mais c'est drôle, il y en a beaucoup qui me disent que, Tyrone, j'ai arrêté de t'écrire le soir parce que souvent, c'est ça, tu sais, les enfants sont couchés de ton côté, finalement, c'est calme, t'as un petit verre de vin, puis t'es comme, OK, je vais écrire... ma question par rapport à mon immeuble ou par rapport à quelque chose. Bon, ça ne s'attend pas à ce que tu réponds vraiment. Exact. Puis là, c'est comme... Ouais, je réponds. Moi, je réponds continuellement. Là, puis des fois, c'est vrai que comme travail autonome, ça crée une frustration parce que on a des jours qu'on est fatigué. Puis t'es comme, man, est-ce que ça peut juste arrêter pour 1 heure? Puis des fois, c'est des choix de juste se dire, ben non, c'est pas obligé d'arrêter, mais toi, arrête. Puis le prochain jour... ben tu pourras répondre demain matin, là, puis c'est correct. C'est quelque chose qu'on apprend comme travailleur autonome, comme chef d'entreprise, qu'au débin, tu veux toujours répondre à tout le monde pour aller chercher la clientèle, montrer que tu es ready. Toujours oui, toujours oui. Oui. À un moment donné, il faut se mettre des limites, effectivement. Là. Donc ça, c'est un autre bon conseil éventuellement, ou peut-être tout de suite, comme travailleur autonome, de se mettre des limites raisonnables pour pas brûler. Parce qu'il y a de la pression, right? T'es concierge, comptable, chef marketing, mais t'as un VP marketing aussi, là, donc c'est pas pire. Donc, c'est un autre monde. Donc, là, je regarde ton ami là, qui est là, à côté de toi, là, à ta gauche. C'est quoi son nom? Son nom, c'est Modèle Bassin. C'est un bassin. C'est un bassin. Monsieur ou Madame Bassin. C'est à toi de me le dire. Madame, t'es sûr? Non, on ne rentre pas là-dedans. Comment je sais, je ne sais pas. Mais, je ne sais pas comment je sais. Parce que, ça, c'est une bonne raison. Parce qu'il y a des. It has a female genitalia. Voilà. Can we say that these days? Donc, comme physio, puis là, à cause que on va compter l'histoire, j'ai un bébé, un gars, James. Qui est né le 2 mars. Et puis, on jasait, c'est un peu la raison pour comment que tu es ici aujourd'hui. Puis que je voulais t'avoir sur le show pour parler un peu de ton expérience travail autonome, parler un peu de l'immobilier parce que on va y arriver. Tu détiens quand même des immeubles avec ton conjoint. Donc, en plus d'être maman, en plus d'être travailleuse autonome, en plus d'avoir un VP marketing qui tatoue tes logos sur lui, vous êtes un couple qui a de l'immobilier, qui développe aussi leur retraite avec ça. Mais on voulait parler de un peu quelque chose que beaucoup d'hommes, incluant moi, ne connaissent pas, c'est que et de femmes aussi, oui, effectivement, hommes et femmes, qu'ils ont des bébés, puis il y a un certain travail à faire post-partum, c'est ça qu'on dit. Bravo. Oh my God, got the word. Bravo. Pour, rehabilitate all the things that happened. Donc,
Pogne ce diagramme-là, explique-moi c'est quoi, puis explique-moi comme c'est ta spécialité. Là, je le regarde, là, it's like it's talking to me. Donc, parle-moi un peu de l'importance de postpartum après avoir accouché. Qu'est-ce que les femmes devraient savoir, devraient faire. Puis les hommes qui nous écoutent, pay attention, hein? Parce que c'est quelque chose que ta conjointe va vivre. Que ce soit un homme ou une femme. Hein? On s'entend maintenant, conjointe. Vas-y, je t'écoute. OK. On va commencer avec un petit refresh, oui. Puis juste pour te montrer, tu as une caméra juste là. Donc là, tu pourras... là, c'est ça, là, Courbillot, secondaire 3. Ça fait loin. Longtemps. Mm-hmm. Ouais, ben, pas si loin. Puis la petite grenouille, c'est un peu différent quand même. Ouais, non, ça n'a pas l'air d'un grenouille, ça. Non, donc, thank God. Là, ton bassin, OK? Un bassin. 3D. Fait que si tu regardes à l'intérieur du bassin, on va enlever les organes. OK? Lève-le un peu pour qu'on puisse... Voilà. Okay. Exact. Fait que là, ça, tu sais, c'est quoi? Un tube fallopienne. C'est un vagin, right? OK, well, now I know where the vagina is. To be fair, t'as pas tort parce que en haut, c'est l'utérus. OK. C'est ça. Donc, j'étais pas complètement fou, mais c'est un fail. OK, donc... Fait que t'as un vagin, t'as un utérus. Ouais. Fait que ça repose sur un muscle. Puis si j'enlève ça... Ça, c'est le muscle. La vessie. Oui! Oh, there we go. C'est une vessie. Puis derrière tout ça, est-ce que tu sais c'est quoi? Non. C'est un rectum. C'est un rectum. Ouais. OK, bon. Puis à la fin de tout ça, tu as un anus. Oui, c'est ça, exact. OK? Ouais. Ça donc vient là, ensemble. Ça vient ensemble. Ouais, c'est voisin, en fait. Ouais, idéalement, ça vient ensemble. Puis ce qui arrive, c'est que ces muscles, ces organes-là, ça repose sur du muscle. OK, tout c'est du muscle. Donc, c'est comme si toutes ces choses sont assises sur un groupe de muscles. Okay. Exactement. Okay. Donc, ça vient vraiment former un hamac à la base. Ça, c'est le muscle là, que quand tu te sens vraiment inconfortable puis nerveux, ça serre? Ça dépend, mais on peut en parler. Parce qu'en ce moment, ce muscle-là est très serré en ce moment pour moi. Là. Je suis extrêmement stressé. OK, vas-y. Ça peut amener des problèmes hein, quand ça serre trop. Là. On va en reparler. Parce qu'il n'y a pas juste les femmes qui ont un plancher pelvien, les hommes aussi, puis ça peut amener plein de problèmes. Mais tout ça pour dire que là... Hein, attends, lève-le parce qu'on veut le montrer à nos gens qui nous regardent. Voilà. Là, c'est ça, t'es juste là, juste en dessous de là. Tu vois bien comme ça ici? Exactement, parfait. Oui, on le voit bien. Fait que si on regarde à la base du bassin, on a un plancher pelvien. Ouais. Donc, quand tu portes un enfant, déjà... Juste le fait de porter un enfant, là, c'est un stress énorme au niveau de ce muscle-là. Fait que ça, c'est... J'imagine. C'est déjà, tu pars avec ce challenge-là au niveau anatomique quand tu portes un bébé. Puis après ça, à l'accouchement, hein, quand il parle de la tête là, qui est en bas, ça, c'est la tête, elle se reposerait juste dans le rond là, qui est là, qui serait comme... Oui, fait que le bébé, là, il est dans l'utérus, évidemment, qu'on a enlevé, mais il se retrouve dans cette région-là. Donc, ton plancher pelvien, il doit gérer beaucoup de choses. Ouais. Donc, quand tu accouches, par voie vaginale, entre autres, c'est sûr que encore là, c'est un autre stress au niveau de la musculature. Puis, même si tu accouches par voie, par césarienne, ça reste que tu as dû le porter, cet enfant-là. Il y avait du poids, il y avait... et ça reste que tes abdominaux en prennent un coup aussi là, avec la césarienne. Puis le plancher pelvien travaille beaucoup avec les abdos. Oui, ma soeur, elle a eu des abdos qui se sont comme, tu sais, une affaire qui stretch, là, mettons que... parce que j'imagine qu'ils sont... Exactement, c'est ça. Fait que ses abdos se sont séparés. Oui, exact. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on adresse en physio. Ouais. Fait que, bref, beaucoup de changements au niveau anatomique. Puis après, c'est pas toujours facile de s'en remettre. Puis même quand c'est facile, ça vaut quand même la peine là, d'être vu en physio, juste pour avoir un petit check-up. D'avoir des exercices aussi, j'imagine, vous donner, parce que souvent en physio, c'est pas juste d'y aller pour 1 heure, mais vous donnez comme des devoirs à la fin pour dire, OK, mais voici 3, 4, 5 exercices que vous pouvez faire pour aider à, mettons, renforcer la région, là, c'est ça? Exact. Ça peut être ça, mais c'est vraiment du cas par cas, parce que souvent, on va penser que, j'ai accouché, puis là, tout a lâché, puis là, je dois renforcer, mais la réalité, elle est plus complexe parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent se passer pendant la grossesse, pendant l'accouchement. Est-ce qu'il y a eu des déchirures? Est-ce qu'il y a eu une ouverture au niveau du bassin? Fait que c'est vraiment d'avoir une bonne évaluation de base pour savoir c'est quoi tes défis. Des fois, ça a super bien été aussi, puis les patients viennent juste nous voir pour savoir, c'est quoi l'état des lieux? Est-ce que je peux retourner m'entraîner maintenant? Sinon, pourquoi? Quand? Fait que c'est ça, dans le fond. Moi, je ne savais même pas que ça existait du physio. Je savais que c'est
évidemment, c'est gros là, comme expérience, là, parce que je l'ai vécu 2 fois dans la salle. Et puis, je comprends pourquoi tu aurais besoin d'un physio après ça. Donc, est-ce que tu as regardé? Non, j'étais full. Ben, tu sais, que regarder, j'ai pas comme. Tu sais, je suis pas comme aller. OK, tassez-vous. Laisse-moi explorer. Ouais, non. Mais j'ai regardé parce que j'ai quand même. Mais pas plus qu'il fallait, mettons. Là. J'ai laissé les médecins, mais j'ai vu assez pour comprendre que c'était pas facile. C'était pas facile, effectivement. Ouais. Exact. Ben, puis, effectivement. Donc, le physio, donc tous les femmes qui nous écoutent, c'est quelque chose qu'ils devraient considérer parce qu'il y en a beaucoup, j'imagine, qui ne savent pas que ça existe ou ne savent pas quoi exactement faire, où ils vont maintenant tout le monde est un didacte, ils vont sur un Google, un YouTube, ils disent OK, on va faire ça. Donc, je vais faire ça, non. C'est ça, puis je dirais même idéalement, dans un monde parfait, les femmes viendraient toutes dès la grossesse pour faire de la préparation, pour faire de la prévention. On parle beaucoup aussi de techniques pour faciliter l'accouchement, donc ce serait ça l'idéal. Donc, ils devraient prendre le temps. Et puis, pour la plupart, je crois, pour la plupart des gens qui ont un travail, un salaire, ben c'est couvert, ça, non? Le physio, la plupart des assurances vont couvrir les services de physiothérapie. En plus. Donc, si, naturellement, s'ils ont un emploi, ben ça pourrait être couvert. Donc, ça serait un bon moment. Donc, pour les maris ou les conjointes, pour leur conjointe qui est enceinte, ils devraient s'assurer que peut-être ils auront assez de temps pour aller voir le physio avant et après pour être sûr que ça se passe bien. Oui. Puis ce qui est fun aussi, c'est que comme plein d'autres métiers, là, avec la pandémie, il y a beaucoup de physios qui ont dû se réinventer. Donc, il y a de plus en plus de programmes en ligne, mais vraiment bien fait par des physiothérapeutes qui savent de quoi ils parlent, puis qui peuvent donner justement certains conseils, éducation, exercices, autant en préparation qu'en postpartum. Donc, des fois, pour une patiente qui est peut-être plus serrée financièrement ou qui n'a peut-être pas d'assurance ou qui vont couvrir la physiothérapie, mais ça peut être une option aussi, une alternative. Donc, un peu moins cher et quand même très utile. Ouais. Donc, et toi, c'est ta spécialité. Tu fais plein de physio, mais tu as décidé... Pourquoi tu as décidé de te spécialiser là-dedans? Y avait-tu quelque chose que tu as réalisé que, il y a beaucoup de gens qui savent pas que ça existe ou qui ne sont pas spécialisés? C'est quoi la raison que tu as choisi ça? Bien, honnêtement, au début, c'était juste par curiosité. J'étais comme... T'étais curieuse par rapport à la physio? J'étais curieuse parce que quand tu rentres en physiothérapie, maintenant, c'est de plus en plus connu, mais quand moi, je suis rentrée en physio en 2007, c'était pas quelque chose dont on parlait d'emblée, la rééducation périnéale. C'est-à-dire que, oui, tout le monde savait que les physios pouvaient travailler avec les athlètes, avec les enfants, avec les gens qui ont des accidents de la route, des choses comme ça. Mais ça, c'était pas un champ dont on parlait. Puis moi, je me rappelle, on avait un cours sur juste comme l'éthique puis l'aspect plus légal de la physiothérapie. C'est quoi les actes qu'on a le droit de pratiquer ou pas. Puis dans les champs de pratique, ça disait le physiothérapeute a le droit d'insérer son doigt, passer telle limite du vagin. Puis j'étais comme, pourquoi? Oui, exactement. C'est quand même d'où ça sort cette règle-là. Puis là, de fil en aiguille, j'ai compris en fait que c'était à cause de ce champ de pratique de la physio en rééducation périnéale. Puis ça a piqué ma curiosité. Et j'ai décidé d'aller observer en fait une physiothérapeute qui faisait ça. Je lui ai écrit un email, puis j'étais comme, tu sais, ça m'intéresse, puis j'aimerais en savoir plus. Puis est-ce que tu accepterais que je vienne juste comme te shadow? Un genre de stage. Exact. Juste observer pour voir ta journée typique, c'est quoi. Puis je me rappellerai toujours, là, je suis rentrée dans son bureau, puis il y avait un mur de plein de bébés. Puis je me suis dit, là, ça peut pas être toute sa famille. C'est qui ces bébés-là? Puis elle dit, c'est toutes des patientes que j'ai eues, puis qui ont différentes problématiques. Mais il y en a beaucoup là-dedans. Elles pouvaient, par exemple, avoir des problématiques de douleur qui les empêchaient d'avoir des relations sexuelles puis de concevoir. Ouais. Puis à la fin de tout ça, ça a bien été en physio, puis ils ont pu avoir des enfants. Fait que là, les patientes leur envoyaient des photos de leur bébé, puis elles le mettaient dans un babillard. C'est un beau concept, ça. Puis j'étais comme, OK, c'est cool. Ouais. Je veux dire, c'est gratifiant si ton patient il a mal à l'épaule, il n'arrive plus à jouer au baseball, puis tu arrives à le sortir de là. Mais là, on parle d'un autre niveau d'impact dans la vie de quelqu'un. Puis je me suis dit, OK, moi, je veux avoir ce genre d'impact-là. C'est des beaux moments, ça, les naissances. Là. C'est intense comme feeling, mais tu participes dans quelque chose qui est quand même assez miraculeux. Là, pour l'avoir vécu 2 fois,
t'étais avec la mère et j'imagine des fois tu vois le père ou Oui, puis on voit des aussi. hommes aussi. Puis c'est ça aussi l'affaire, c'est que c'est une spécialité où tu viens tellement toucher à l'intimité des gens. Souvent, c'est pas nécessairement super bien connu. Donc, les patients qui ont des problèmes au niveau du bassin, des fois, ça fait 10 ans là, qu'ils traitent ça, puis toi, tu arrives avec une solution. Fait que c'est vraiment gratifiant, en fait, quand tu arrives à avoir un impact dans cet aspect-là de la vie. Puis souvent, c'est des sujets super tabous. Donc, ils sont même pas nécessairement à l'aise d'en parler à n'importe qui, à n'importe quel Je sais pas de quoi tu parles. Je suis super à l'aise en ce moment. Mon Dieu. Est-ce que tu te sens visé? Non, pas du tout. Mais non, pas mais juste c'est vrai pour toi, parce pour que tout le monde. même moi, c'est pour ça que je me disais non, c'est une opportunité de faire un épisode là-dessus parce que c'est pas quelque chose normalement qu'on parlerait sur le podcast. Là, on a parlé quand même, tu étais travailleuse autonome, le transfert, tout ça. Mais de parler vraiment de la réhabilitation périnéale. Périnéal, ouais, non, close enough. C'était bien. Ouais. C'est quand même quelque chose que je pense qui est important. Puis, comme tu as mentionné, bon pour le conjoint ou conjointe aussi, parce que, tu sais, les relations sexuelles, on peut le dire, là, c'est important dans un couple. Ouais. Puis, en ayant un bébé, ben ça peut jouer là-dedans. Des deux côtés. Donc, c'est quand même important d'en parler. Il est important que ce soit un sujet, de pas que ce soit tabou. Il faut enlever les tabous. Absolument. En retenue, on enlève les tabous. Voilà. Tu vois, c'est pour ça que tu aurais dû être en retenue un peu plus quand tu étais jeune. Mais il n'est jamais trop tard. Non, mais voilà, tu as raison, absolument. Mais voilà, aujourd'hui. Merci pour ça. C'était stressant pour moi, mais quand même éducationnel. On va faire un autre test à la fin. Ah ouais, OK, donc ils vont avoir un quiz à la fin pour voir si je passe. OK, si je connais la différence entre le rectum et l'anus. Donc... OK, c'est bon. Donc, personne ne va me juger. Parlons d'autre chose. On va changer de sujet complètement parce que les gens savent que j'ai une compagnie en courtage hypothécaire, mais notamment que je travaille beaucoup en immobilier. Et il y a beaucoup de gens aussi qui nous écoutent, qui veulent investir en immobilier, qui écoutent des podcasts sur l'immobilier, qui font partie de groupes comme que ce soit Immo Facile ou MREX, tu sais, pour investir. Et puis, des fois, ils ont une vision un peu, comment je dirais, une vision typique, plus miraculeuse que ça devrait être. C'est pas, tu sais, l'immobilier, c'est excellent, mais ça peut être challenging. Prenant, c'est un beau mot, prenant. Ouais. Donc, vous et votre conjoint, vous avez votre VP marketing et vous avez plusieurs immeubles. Oui. Quelques-uns. Donc, c'est bon parce que vous êtes le typique petit investisseur. Oui. Petit dans le sens, pas petit comme insignifiant, mais petit dans le sens, vous n'avez pas 100 portes. Non. Mais vous n'avez pas une porte. Voilà. Donc, on va dire entre 5 à 10 portes. Qui est quand même pas pire. Donc, c'est un portfolio immobilier. Vous devez gérer des locataires, signer des baux, gérer des rénovations, des réparations, trouver des immeubles que vous achetez, faire tout ce travail-là. Donc, parle-moi un peu de, premièrement, la raison pourquoi vous avez, toi et Ben, ton conjoint, vous avez commencé à investir en immobilier. C'était quoi la vision, le but initial? Ben, quand j'ai connu Ben, lui, il avait déjà acheté quelque chose. Il est un peu plus vieux que moi. Puis, en fait, c'est que quand on s'est rencontrés, puis on a décidé d'acheter une maison ensemble, lui, il a juste gardé ce bien-là. Je sais pas s'il y avait nécessairement une vision investissement long terme dans tout ça. Mais bon. Des fois, on fait juste tomber sur des opportunités, puis on réalise 10 ans plus tard que, oh my God, je suis devenu un investisseur. Finalement, finalement, je suis investisseur immobilier, puis je ne savais même pas que j'avais ça comme but. Là. Mais moi, c'était clairement calculé. OK, toi, t'étais prête. Ah, oui, moi, j'étais prête. Mais je pense que j'ai toujours eu un intérêt pour ça, veux pas. Puis, comme physio privé, je savais aussi que j'avais pas de fonds de pension. Je savais que je voulais pas non plus nécessairement aller travailler au public pour ça. Fait que je me suis dit, bon, OK, je sais que j'aurais pas de fonds de pension. Fait que c'est quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour bâtir mon propre fonds de pension? Puis c'est un investissement que je
comprenais, tu sais, dans ma tête, c'était clair, OK, le service offert, voilà ce qu'il y en est. Fait que naturellement, je suis allée vers ça, puis petit à petit, ça a grandi. Est-ce que tu te rappelles de ton premier, mettons, pur investissement que tu as acheté à toi-même? Donc, Ben, il y avait déjà quelque chose, mais est-ce que tu te rappelles de l'expérience? Ben oui. OK. Comment ça s'est fait? En fait, lorsque l'achat a été fait, y a-t-il un enjeu, une anecdote que tu peux compter? Mettons, quelque chose avec un locataire ou un là, tu me regardes comme... Ou est-ce que c'était vraiment smooth? Non, c'était pas smooth. Pour vrai, c'était lourd. Il y a eu beaucoup de larmes versées. Ouais, mais d'un autre côté, j'ai beaucoup grandi à travers ça. Je me suis beaucoup forgé un caractère à travers ça, mais c'était pas facile. Non. Puis c'est ça, moi, j'avais ma vision, puis je savais où je m'en allais, mais je me suis rendu compte que ça commence à changer, mais veux pas, c'est un domaine encore très d'hommes. Puis là, c'est pas trop pire, là, j'ai quelques cheveux blancs avec les enfants, mais à l'époque, j'avais comme 25-26 ans, puis là, t'arrives, t'es comme, ouais, c'est moi la propriétaire, puis tu te rends compte que on te prend pas au sérieux, là, où je fais visiter, puis à la fin, la locataire potentielle me dit, puis le propriétaire, il est où? Je suis comme, ben, c'est moi. OK, ben, si tu as tes parents, ben non, c'est moi. À moi, oui, c'est ça. Allô, c'est moi. C'est ça, exactement, ouais. Puis, ou même, tu sais, de faire affaire avec des contracteurs, des entrepreneurs, puis souvent, là, au début, j'étais fâchée, puis je rentrais à la maison, puis je disais à Ben, il aurait jamais parlé comme ça si c'était toi qui avait été sur place. Il aurait jamais dit telle chose de telle façon. Donc, ça force aussi à développer... À gérer des choses que tu n'avais pas peut-être imaginées au départ. Là, ouais. C'est la plupart des gens qui nous consultent pour leur premier achat, c'est quelque chose que je leur mentionne, c'est pas glorious. Là. Comme n'importe quel business en passant. Il n'y a pas de business que tu peux juste acheter ou investir, puis que c'est un miracle. L'argent rentre, tout va bien pour 15 ans, puis après ça, je vais le vendre, puis j'ai 2 millions de dollars. Ouais. My God, high five tout le monde, la vie est belle. C'est souvent l'immobilier, drôlement, quand on parle d'autres business, parce que c'est vraiment une business, l'immobilier. Tu as un actif, tu as un revenu, tu as des dépenses, puis tu as un revenu net. Là. C'est littéralement la définition de l'entreprise. Mais c'est une business où quand même tu deals avec le quotidien des gens puis avec un besoin essentiel des gens. En fait, c'est une business avec un caractère extrêmement humain aussi. Puis et variant, c'est ça. Il faut apprendre à devenir psychologue, gestionnaire de contrat, de tout ça. Là. Donc, mais tu as mentionné quelque chose qui est intéressant quand tu as dit, ben, si c'était toi, si ça aurait été moi ou si ça aurait été toi, Ben, il t'aurait pas parlé de même. Donc, parle-moi de ça parce que là, tu es femme d'affaires en entreprise et en immobilier. Puis, c'est un bon point, ça, que tu sais, c'était quoi? Qu'est-ce que tu avais vécu là comme femme d'affaires? Là? Parce que je pense qu'il y avait quelque chose là, quand tu l'as mentionné. Mais pourquoi qu'il me parle de même? Pourquoi qu'il me prend pas un sérieux? Je suis jeune, je suis une femme. C'est like, what's your problem? Donc, c'était quoi l'expérience pour toi à ce niveau-là? Bien, au début, c'est peut-être aussi un peu relié à ma personnalité dans le sens que je suis une personne quand même assez calme, assez posée. Puis, tu sais, je parle pas fort. Puis, je crois que jusqu'à date, cet aspect de ma personnalité-là m'a toujours bien servi, surtout comme physio. Périnéale, en plus, tu veux pas nécessairement comme la physio énervée. Tu rentres dans le bureau, puis c'est le party. Là. Fait que souvent, les gens, ils vont me dire, tu sais, ta voix est apaisante, t'es calme et tout. Puis là, je me rendais compte qu'en immobilier, les gens, souvent, que ce soit les locataires ou les entrepreneurs, peu importe, ils prenaient cet aspect de ma personnalité comme, OK, elle, on peut lui marcher dessus. Fait que pour moi, c'était d'apprendre à justement, je vais pas changer ma personne, je vais pas commencer à turn up juste pour parler plus fort que tout le monde puis me faire écouter. Mais exactement, tu sais, c'est d'être à l'écoute, c'est d'être humaine dans tout ça, mais de mettre des limites claires puis de tenir mon bout pour se faire respecter en bout de ligne. Parce que sinon, c'est un bon point. Les gens vont prendre ce qu'ils peuvent prendre. Puis c'est quelque chose que sur les années, parce que là, t'avais 25 ans quand t'as commencé, 26 ans. Ouais. Maintenant, t'as quoi, 27? Donc, sans dire ton âge maintenant, ça fait quelques années que tu as commencé. Ouais. Donc tu as comme appris il fallait apprendre sur le champ. L'immobilier, là, que je le mentionne à tout le monde, il n'y a pas une école qui va t'enseigner tout ça. Là. Même si tu écoutes les cours, même si tu regardes des podcasts, il n'y a rien comme être en avant d'un locataire qui est juste fâché ou qui ne veut pas faire ce que tu lui demandes. Puis là, il faut que tu deals avec l'être humain qui est juste fâché en avant de toi.
il n'y a pas d'école pour ça. Là. Donc, il fallait que tu apprennes on the spot. Tout à fait. Puis aujourd'hui, comme tu mentionnes, tu te sens plus forte. Oui, pour avoir vécu tout ça. J'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de larmes, beaucoup d'introspection. Puis maintenant, c'est pas nécessairement plus facile, mais je pense que ma façon de gérer les choses a changé. Puis c'est ça, je me mets moins de pression aussi par rapport à beaucoup de choses quand ça vient à l'immobilier. Donc, je gère mieux mes émotions, si on veut. Parfait. Donc, tu es contente d'avoir acheté quand même les immeubles. Là, tu ne changerais pas. Là. Non. Il y avait des moments peut-être que tu te questionnais, est-ce que je veux continuer, comme dans toutes les entreprises. Même moi, il y a des jours que je veux juste partir à Hawaï. Ça vaut la peine. That's it, là, vends tout, là, puis je m'en vais en vacances, puis je reviendrai pas. Je pense que c'est normal comme travailleur autonome de sentir comme ça tous les jours. Là. C'est pas tous les jours comme another great day. Non, mais c'est vrai, il faut le dire, parce que les gens ont tendance à toujours parler du positif, mais c'est pas tous les jours que c'est facile. Mais c'est durant ces moments-là difficiles que tu peux démontrer, apprendre et aller au prochain niveau pour pouvoir te développer. C'est ça. C'est bon. Je fais un monologue pour aider les gens. Donc, c'est pas non plus facile de trouver des immeubles. Souvent, les gens sont comme, facile, écoute, mon courtier immobilier va m'envoyer un immeuble. Ben oui. Je fais plein d'argent, je mets une mise de fonds, je l'achète, puis la vie est belle, tu sais, Gadou, je fais de l'argent. Donc, on a fait une transaction récemment qui s'est conclue il n'y a pas longtemps. Puis, c'était tellement facile. Hein? Vous l'avez trouvé en quelques semaines. Vous n'avez pas fait plusieurs visites sur plusieurs immeubles, rien de même. Là. Donc, facile. Parle-moi un peu du dernier, parce que le dernier, c'est quand même important parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs et beaucoup de gens qui achètent des immeubles qui vivent cette expérience que tu viens juste de vivre. Mais ça n'attendent pas. Ils pensaient que ça allait être beaucoup plus simple. Donc, parle-moi du départ qui a commencé en quelle année? Là, je dis année, les gens vont être comme... C'était pré-pandémie, je pense, non? 2019? Oui, c'est ça. 2020. Juste à la fin 2019, juste avant le 17 mars 2020, quand tout s'est écroulé. Vous avez dit, toi et Ben, on s'en va, on veut investir dans un autre immeuble, on va préparer notre dossier, puis on va commencer à rechercher. Donc, parle-moi un peu de ça. Oui. Ben, en fait, c'est que quand j'ai acheté mon premier immeuble en 2015, c'était pas facile, mais la partie recherche était pas outrageusement difficile non plus. Le contexte était complètement différent. Puis les défis que j'avais à l'époque étaient pas les mêmes. Fait que là, juste avant la pandémie, justement, le premier immeuble, on était rendu à le refinancer. Fait que, on a parlé de ça. Préparer et ça. Ryan, il a d'équité. Fait que pourquoi pas utiliser ça pour en acheter un autre. Et là, pandémie arrive, marché explose. Les gens font des comptes-offres sur des choses qui ont aucun sens. Au niveau chiffre, là, ça se tient pas exactement. Puis, c'est ça, au niveau chiffre, ça se fait pas. Puis, je faisais les calculs, puis je t'envoyais des fiches, puis je me disais, qu'est-ce que les gens ont compris que moi, j'ai pas compris? Parce que moi, je fais les chiffres, puis ça marche pas, là. Puis, oui, je veux bien comprendre qu'il y a plein d'immeubles qui ont des potentiels, puis faut pas juste se fier à ce que tu vois. Mais tu sais, au-delà de ça, faut que ça fasse du sens aussi. Puis pour moi, ça faisait pas de sens. Puis je trouve aussi qu'il y avait beaucoup cette tendance à se dire, OK, il y a un manque d'offres locatives, fait qu'il y a possibilité de louer sa chair, fait que, OK, oui, l'immeuble en ce moment, il rapporte tant, mais c'est pas grave, tu mets tout le monde dehors, puis là, ça rapporte tant, puis tu refinances, puis moi, ça allait pas dans mes valeurs, là. Fait que moi, je me disais toujours... Ni facile, parce que tout ce que tu as mentionné là, c'est pas impossible, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Puis... d'aller... OK, oui, c'est beau, tu as acheté un immeuble, puis là, il y a 2 familles là-dedans. Ben oui, va leur voir, puis convaincre-la de partir sans qu'ils font une plainte au tribunal, c'est sûr. Parce qu'ils vont juste partir pour dire, tu veux rénover et louer 2 fois plus cher? Surtout, monsieur le propriétaire, aucun problème. Je vais déménager le mois prochain, passer une belle journée. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est vraiment pas comme ça que ça se passe. Exact. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde peut-être qui se lançait, surtout à ce moment-là où les taux d'intérêt étaient très, très bas, puis qui se disaient, tu sais, oui, let's go. Puis moi, c'est ça, j'avais une réticence. Puis d'un autre côté, tu te dis, OK, je veux pas manquer, genre, le bateau. Mais d'un autre, je me dis, au point de vue de valeur, ça marche pas. Au point de vue juste rationalité, ça marche pas. Un point de vue que si je suis investisseuse, il faut bien que ça fasse du sens aussi en termes de rentabilité. Ça marche pas, fait que là, je fais quoi? Donc, on attendait, exactement. Puis on était patient, puis on t'écrivait, puis on regardait nos options, puis ça marchait pas. On était patient, puis finalement, ça a marché. Ça a marché.
Mais durant, tu sais, comme tu mentionnais, il y avait un aspect que tu disais, est-ce qu'il y a quelque chose que je comprends pas? Tu sais, c'est un bon point parce qu'il y en a beaucoup qui achètent pour acheter. Donc, juste, OK, oui, je t'achète. Yeah, j'ai acheté mon premier duplex locatif. OK, super. Puis, ça me donne un revenu total de 16 000 par année. Puis, je l'ai acheté pour 975 000. OK. Donc, il n'y a pas de cash flow. En fait, il y a une perte. Et souvent, on pose la question, mais c'est quoi ton plan? On va optimiser. OK, mais même si on optimise dans les chiffres que tu me dis, tu es encore juste break-even et même une petite perte encore. C'est quoi ton plan? Ah, ben l'immeuble va doubler en valeur. L'actif va doubler. Et c'est ou pas. Donc, faut le dire qu'il y a une raison pour les gens pensent que ça va doubler à chaque 10 ans, mettons, parce que dans les 30-40 dernières années, mais c'est ça qu'on a vécu. Hein? Donc, on a vécu des taux d'intérêt qui ont passé les années 70 à 18-17 %. Ça baissait décennie après décennie, continuellement depuis 40 ans. Donc, normalement, si le coût de fonds baisse, ben, les prix augmentent. Donc, c'est pas des investisseurs super futés qui ont doublé les valeurs des immeubles. Là. C'est simplement le coût des fonds le contexte. En général. Donc, il y a d'autres raisons micro- et macroéconomiques, mais bon. Donc, ça t'amène à voir ces immeubles-là puis dire, mais là, pourquoi tout le monde achète ça? Puis moi, je l'achète pas. Ça prenait quand même de la discipline de dire, OK, mais je ne vais pas juste acheter n'importe quoi. Même si je serais capable de le financer, mais wow, là, puis c'est pas tout le monde qui a cette discipline-là. Parle-moi un peu de rester dans le OK, il faut que je sois patiente. Avec ton conjoint aussi, patient. Il faut que j'attende, même si j'ai le FOMO, là, tu sais, le fear of missing out. Comme là, je vais perdre mon opportunité, mais de dire que non, ça va la peine. Parle-moi un peu de ça, là, parce que c'est un gros problème au niveau des premiers investisseurs ou même des investisseurs de, mettons, 2, 3, 4 logements. Ils ont toujours peur de manquer une opportunité, puis ils achètent trop vite, ou ils vont trop vite. Parle-moi un peu de comment tu as géré ce genre de stress ou de peur, puis tu as dit non, on va rester sur les chiffres. Oui. Bien, pour moi, c'était dès le début, penser, c'est quoi le but derrière tout ça, tu sais, à long terme? Pourquoi est-ce que j'investis en immobilier? Est-ce que c'est juste pour arriver dans les soupers de famille puis dire moi, j'ai 10 portes? Ou est-ce que c'est pour me bâtir une retraite? Est-ce que c'est pour donner de quoi à mes enfants peut-être plus tard pour qu'eux partent la vie un petit peu plus facilement que moi, par exemple? Puis, à partir de là, mais de mettre des critères clairs. Puis oui, des fois, là, j'ai eu envie de peut-être m'aventurer dans des trucs qui n'avaient pas d'allure, mais quand je reviens à mes critères, est-ce que ça marche? Oui, ou non? Ben, c'est fini, là, tu sais. Fait que quelque chose qui, dès l'année 1, me met dans un négatif pas possible, ben, ça a beau être super beau, ça a beau avoir peut-être, oui, un potentiel énorme, mais faut que ça fasse du sens maintenant, parce que le futur, ben c'est ça, on le connaît pas. Puis avec le recul, je suis super contente parce que en 2020, c'était pas si évident là, que maintenant le marché il ralentirait. Ouais. Ben, il a ralenti. Puis c'était en 2020, c'était pas évident là, qu'on a commencé à s'écrire puis que les taux étaient ridicules, que maintenant tu serais rendu à me parler de 7% comme taux de financement. C'est comme... Imagine, quoi ça? La transition qu'on a commencé, que les taux étaient novembre, c'était quoi? Ben finalement, je peux expliquer aux gens, la date, c'était... On a commencé, mettons, novembre 2019. Ouais. Et finalement, vous avez passé au notaire pour acquérir finalement une bâtisse. Vous avez trouvé printemps 2023. Donc, on parle comme 3 ans. Là. Ouais. Donc, c'est 3 ans de recherche où est-ce que vous étiez quand même actif là, continuellement. Ouais. Et puis, finalement, vous l'avez trouvé. Mais c'était pas mon point. Mon Dieu, tu vois, je suis blond. Ben, le point, c'est que le contexte, il a vraiment changé. Exact, le taux d'intérêt, voilà. Donc, on était à 3,99 au début. Ça a descendu à 1,29 en termes de, mettons, un 5 ans fixe. Puis on est de retour à 10,5 quelque chose. Mon Dieu. Puis, et comme investisseur, de voir le swing de tous les coûts là-dedans, mais en étant patiente, vous avez quand même trouvé quelque chose qui a de l'allure. Fait du sens. Exactement. Ouais. Donc, c'est 3 ans de temps. 3 ans. C'est quand même pas rien. Là. Combien de fiches MLS que vous croyez que vous m'avez envoyées pour analyser? Gosh. Est-ce que tu as fait des stats? Non, je n'ai pas de stats parce qu'honnêtement, à un moment donné, j'ai arrêté de compter. Mais, pour vrai, c'est gênant. Je ne veux même pas y penser à combien. Moi, j'étais gênée. Probablement une vingtaine, trentaine. Peut-être plus. Non, moi, je pense que plus que ça. Ben, 20, 30. Bon, je pense pas qu'on a frappé 40 potentiels, mais on a quand même regardé. Mais, non, mais c'est important de faire ça. Un résumé de tous les courriels. Ouais, bon, fais pas ça. T'as d'autres choses à faire. Mais le point, c'est que tu as quand même été patiente et qu'un bon conseiller pour les clients, que ce soit un courtier immobilier, courtier hypothécaire, conseiller financier, un professionnel,
ben c'est de prendre le temps. Là. Je pense que c'est important pour vous que vous avez été capable de... Vous ne sentiez pas de la pression, au moins pas de mon côté, là, mais que Non, vous n'avez vraiment pas... vous avez été capable de regarder, non, OK, c'est pas bon, non, c'est pas bon, oui, OK, non. On a essayé une couple de fois, l'offre d'achat n'a pas stické. Donc, c'est quand même... Puis là, vous êtes... Ça valait la peine d'être patiente, finalement. Là, oui. Oui. Puis de ne pas Vraiment. acheter n'importe quoi, puis de continuer. Vraiment. Puis surtout dans le contexte actuel, justement. Là, où, Et vous avez trouvé quelque chose avec des taux plus élevés. Oui. Donc, tu sais, rentable. Donc, c'était pas, tu sais, le FOMO là, de « Oh my God, là, les taux d'intérêt sont plus dans les 1%. J'aurais l'opportunité que j'ai manquée. » En fait, non, il y a toujours des opportunités. Je pense que c'est ça mon point. C'est pas de penser que « Ah, ben là, je vais manquer celle-là, donc il n'y en aura plus après. » There's always opportunities. Faut juste savoir, c'est ça. Tu sais, il faut être prêt. Puis je pense que c'est ça qui était cool aussi de t'avoir de notre équipe, c'est que, tu sais, point de vue financement, on était prêt. Fait qu'on savait qu'à la minute où il y allait quelque chose qui, justement, répondait à nos critères puis faisait du sens, ben c'est pas là qu'on avait commencé à se poser plein de questions de « là, c'est ça, tu sais, on savait ce qu'on pouvait se permettre, on savait ce qui faisait du sens avec notre situation précise. Donc, c'était long de trouver, mais une fois qu'on a trouvé, les choses ont quand même, se sont quand même enchaînées très rapidement. Oui, en anglais, on dit delayed gratification. Tu sais, c'est pas d'avoir quelque chose qu'on veut tout de suite, mais que lorsqu'on le trouve finalement après tous ces efforts-là, ça l'amène à un sentiment beaucoup plus d'accomplissement parce que vous avez pris le temps, vous avez fait les choses de la bonne façon. Tout à fait. Excellent. Parlons de la transition que tu avais faite durant la transaction. Parce que là, toi, tu as fait une transition. Tu sais, on parlait de travail autonome. On va faire le lien ensemble. Ouais. Donc, juste pour compliquer les choses, pour que les gens sachent, parce que c'est un point important, tu as décidé de devenir, dans la transition de l'achat, tu as décidé de devenir travailleuse autonome. Les banques n'aiment pas ça, hein? Non, ben, c'est moi qui n'aime pas ça, mais ça change les choses. Ça change les choses. C'est important que les gens le sachent. Donc c'était un peu une surprise parce que, ben voyons, tu sais, c'est le même domaine, right? Donc parle-moi de ce qui est arrivé là-dessus. Je vais expliquer aussi, là, mais... Ben, en fait, c'est que initialement, en 2020, moi, j'avais un peu pensé quand même à cet aspect-là. Je me suis dit, un dernier achat immobilier avant que je devienne travailleuse autonome, parce qu'après, les choses changent. Ouais. Mais j'avais pas pensé que ça allait prendre 3 ans exact, ouais, pour qu'on trouve quoi. Alors, ben, c'est sûr qu'entre-temps, avec la transition, là, j'ai plus de revenus d'employé, c'est tous mes revenus de travailleuse autonome. Ben, c'est de s'arranger, en fait, pour que... De trouver un financement, finalement, qui fonctionnait. Qui fonctionne avec ça. Puis là, c'est sûr que les options étaient plus ça a changé réduites, les choses, oui. Il fallait bouger un peu, mais on a trouvé la solution. T'as fait opérer ta magie. Oui, ben, c'est pas moi, c'est Fanny. Les gens qui connaissent Fanny, mais c'est tout le monde. C'est l'équipe, le travail d'équipe. Merci, Fanny. Voilà, merci, Fanny. C'est quelque chose que je dis à tous les jours. Fanny, c'est la directrice des opérations dans ma compagnie. Mais pourquoi je parlais de ça, c'est que pour que les gens sachent, c'est que ça prend, quand on est travailleur autonome et qu'on va pour chercher un financement, les banques ne peuvent pas dire « Ah, ben là, dans les 3 derniers mois, tu as fait beaucoup d'argent, tiens. C'est vraiment les 2 dernières années de déclaration qu'ils vont regarder. Non pas 2 dernières années de dépôt et de revenus bruts, mais bien déclaration au niveau impôt et les revenus nets. Donc, ça veut dire si tu as fait un incroyable brut, 100 000, 125 000, peu importe ce que vous avez fait ou le travailleur autonome a fait, ben c'est le net qui compte. Et souvent... Pour ceux qui nous écoutent, c'est un bon point là, si vous êtes travailleur autonome. Parce que si votre comptable dit « Écoute, tu as commencé ta business, on va te sauver plein d'impôts, on va mettre des dépenses, on va mettre ça. » C'est correct, on sauve de l'impôt, mais sachez que il pourrait avoir un coût d'opportunité. Là, parce que si vous avez un revenu net de 15 000 à cause de toutes ces dépenses-là, ben... Là, tu peux pas dire à la banque, non, mais je fais plein d'argent. Ouais, mais il y en a plein que... exact, ça, c'est le commentaire souvent. Mais pourquoi qu'ils ne comprennent pas? C'est pas une question de compréhension, c'est une question de normes mises en place par des régulateurs que les banques doivent suivre. Donc, finalement, si ton revenu net, c'est 15 000, ben, tu achètes avec un revenu de 15 000. De 15 000, ouais. Et entre moi et toi, un revenu de 15 000, tu n'achèterais pas un immeuble à Montréal. Non. Peut-être Chibougamau. Ouais, ben, ça commence à être un petit peu loin. Ouais, c'est quand même beau chez Chibougamau, non? T'as jamais été? J'ai jamais été. Prochain road trip. Donc là, t'es contente d'être dans Travailleuse autonome. Oui. T'es contente vraiment, avec tes achats d'immeubles.
Parle-moi Tout à d'une fait. anecdote, là, de la transaction que tu viens juste de terminer. Là. Comment ça s'est passé finalement? Maintenant que tu es propriétaire du nouveau immeuble, y a-t-il des choses que tu... C'est quoi les choses que tu dois faire dès que tu rentres? Parce que là, tu as acheté, c'est beau, on a du loyer, on a des dépenses, puis j'imagine que tu te mets un plan d'affaires ou un plan en place pour optimiser ou savoir quoi faire avec l'actif parce que c'est une business. C'est quoi votre plan pour cet immeuble-là, mettons, là, avec toi puis Ben? Ben, honnêtement, moi, ma job, là, c'est pas pour rien que, tu sais, tous les courriels, quand ça venait au financement, trouver ça c'était moi. C'est toi. Tu t'as pas vraiment entendu parler de Ben, là. À part pour signe ici, signe là, Ouais. c'était limité. Une fois que ça, c'est fait, moi, je délègue OK. le reste, là. Moi, C'est intéressant, c'est pas une que ma bonne job- équipe. Mais oui, honnêtement, parce qu'on est vraiment très différents et nos forces et nos faiblesses. Moi, je suis très studieuse, dans le fond, justement, Gestion. l'aspect gestion. Ben est plus street smart, tu sais. OK. Donc, une fois que l'aspect plus financement, tu sais, trouver les locataires, ça aussi, je vais m'occuper de OK. ça. Mais l'aspect vraiment plus, OK, là, on a l'immeuble, qu'est-ce qu'on fait? C'est Ben qui s'en occupe. Donc, rénovation, réparation, s'il y a un problème, collecte de loyer, c'est plus Ben qui va... Écoute, il faut connaître ses forces. Puis moi, c'est un bon point, ça. Mais Répète-le. Qu'est-ce il que tu as faut dit? connaître ses forces Exact. et ses faiblesses. Oui. Puis je pense que c'est ça aussi qui est fun quand tu investis en couple et que les deux, vous avez cet intérêt-là, ben, c'est d'aller vous complémenter. Parce que clairement, je pense pas qu'il pourrait faire ce que je fais, mais je pourrais pas vraiment plus faire en restant saine d'esprit, là, ce que Ouais. lui fait. En fait, vous pourriez Donc, faire qu'est-ce que un et l'autre font. C'est juste que vous allez être moins c'est moins vos talents. Exactement. Moi, Puis on va être moins c'est ça. efficace aussi, c'est sûr. C'est ça. Comme travailleur autonome, je peux faire plein de choses que je suis moins, je suis moins bon. Là. Mettons, je suis capable de l'apprendre, mais je serais moins efficace à faire X que, mettons, Fanny, un des employés, ou Valérie, ou Dimitri, peu importe. Là. C'est comme travailleur autonome ou travailleuse autonome, investisseur ou dans ta business, tu dois être capable d'être honnête avec toi-même pour connaître tes forces, faiblesses. là. Oui, tout à fait. Ouais. Puis moi, j'ai accepté que l'aspect plus manuel de la chose, parce que là, c'est ça, on achète un immeuble, quand même en bon état, tu sais, ça se tient, mais ça reste que il faut des travaux, c'est sûr, et en faut toujours. Alors ça, c'est moins ma partie, là. Je Ouais, dois c'est plus t'avouer. Ouais. Es-tu manuel? Il apprend. Ça, c'est toujours Il va un stress. il va pas être content si je dis ça. Non, il est manuel, Ouais. mais Mais je pas les trouve grosses que- choses, là, mettons. Pas les là. grosses Ok, ouais, choses, c'est ça. mais moi, ce qui m'impressionne vraiment, c'est vraiment sa capacité justement à apprendre puis à aller chercher l'information puis de voir comment quelqu'un d'autre le fait. Tu veux pas non plus du propriétaire qui pense qu'il fait tout, là. Ouais, moi, je ouais, connais tout, je fais la plomberie, l'électricité. Puis là, c'est Tu peux pas être botché, là, puis là, les lumières Exactement. fling, là, parce que, tu sais, l'électricité a été faite un job de botchage. Exactement. Là, Mais tu veux pas non plus être le propriétaire qui doit faire 3 soumissions pour changer une lumière, là. Tu sais, il y a des petits trucs aussi de base que c'est fun d'avoir quelqu'un qui est sur le terrain puis qui va aller régler les petits problèmes, là. Donc, ça, c'est la partie à bête. c'est vraiment bon. Puis vous avez monté une équipe d'entrepreneurs aussi. Tu avais dit que, tu sais, les larmes au départ, les entrepreneurs, ça marchait pas parce qu'il faut... Moi, je sais que j'ai des immeubles encore aujourd'hui. Ça prend du temps de monter une équipe de confiance, que tu peux avoir confiance dans ton électricien, confiance dans le Ouais. gars qui rentre pour faire les travaux, qui Ouais. arrive à l'heure, qui fait le travail qu'il faut, qui te charge pas trop, qui te charge pas plus, qui botche pas. Là, vous avez une équipe relativement en place. Comment Oui. ça s'est passé, ça? De plus en plus. Ben, c'était beaucoup, là encore, essai-erreur. Hein. Tu sais, il y en a eu là aussi des entrepreneurs qui demandaient un dépôt, puis après, on les a plus jamais vus. C'est arrivé aussi. Fou. Ah ouais, donc ils ont Ouais. donné de l'argent. ça faisait partie des larmes aussi. Là. Donner de l'argent, Ouais. puis juste Puis bye, après, merci. le téléphone ne répond plus. Ou, ouais, ça L'argent c'est arrivé. perdu. Donc, encore une fois, Tabarouette. on apprend de nos erreurs. Puis oui, on se bâtit une équipe de confiance. Puis c'est ça. Puis c'est d'apprendre aussi qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas être bon dans tout. Il y a du monde qui ont étudié dans des trucs des années qui feront que tu ne pourras jamais être plus outillé que ces gens-là pour faire des tâches. C'est de reconnaître ça aussi, là, puis de déléguer. Donc, c'est quoi votre plan maintenant? Maintenant, tu travailles autonome, ça va bien, tu as ta business, ça commence à rouler, ça Ouais. roule, tu fais du marketing, tu vas sur des podcasts, tu vois. Vie famille commence à être un peu plus stable avec le fait que tu t'habitues, tu travailles autonome, tu as des immeubles à revenus, tu viens juste d'en acquérir un autre. C'est quoi le prochain plan pour Giovanni et Ben Inc.?
Je sais pas, hein, peut-être un petit chalet. Ah! Mais là, tu m'as dit, oh non, les chalets locaux. Là, wow! Mesdames et messieurs, c'est toujours cas par cas. Mais effectivement, selon le contexte printemps 2023, mon opinion personnelle, c'est, je ne sais pas si acheter un chalet, parce que ça ne serait pas juste votre utilisation personnelle. Vous l'utiliserez, mais location court terme, je suis pas certain si la location court terme soit le meilleur moment. Ouais. Mais honnêtement, là, puis peut-être que ma réponse va changer dans 5 ans, mais honnêtement, j'ai juste l'impression que j'en ai assez. Puis c'est un bon feeling. Là, c'est correct, comme ça aussi. I have enough de tout. Ouais. Dans le sens que j'ai pas l'impression que j'ai besoin de plus d'argent. J'ai pas besoin d'avoir 200 portes en immobilier. Je trouve que ce qu'on a, ça nous suffit, puis je pense que ça va être bien comme ça. Benny, vas-tu être d'accord avec ça? Je pense que oui. Ah, puis surtout, vu que c'est lui qui est sur place le plus souvent, je pense qu'il va être très d'accord avec ça, que c'est assez. Fait je pense que c'est fun. Je suis à un point dans ma vie où I have enough. Puis la seule chose qui me manque en ce moment, c'est du temps. Fait en ce moment, la prochaine étape là, pour Ben et Giovanni Inc., c'est juste de se créer du temps personnel. De se créer plus de temps. Puis là, mon garçon va rentrer à l'école bientôt, donc c'est sûr que ça va changer aussi ça va amener un changement dans la dynamique familiale. Ouais. Fait que probablement travailler un peu moins, OK? Apprendre à dire non. Efficace, de manière efficace. Voilà, ouais, c'est ça. Fait que je travaille là-dessus. Mais en ce moment, je veux juste ce qu'on a là, mais avec plus de temps, puis ce serait parfait pour moi. Parfait. Ouais. Donc, moi, j'aimerais te remercier pour avoir partagé ton histoire, les immeubles, travailleurs autonomes, nous parler. Le bassin. Montre-moi le bassin encore une fois, là, avant qu'on termine. Donc, on fait-tu le quiz? Oui, on fait le quiz. OK. Frappe-moi avec le quiz. Oh non. Je te lance un organe si tu l'as pas. OK, on y va. Donc, je me fais lancer une vessie si jamais j'ai... Voilà, tu vois. OK. Bravo. Donc, OK. Donc, ça, c'est vagin et oui, à la fin. À la fin, utérus. Voilà. Oh mon Dieu, OK. Puis, je ne vais pas manger une vessie d'en face, c'est bon? Non, puis le dernier, mais non le moindre. Ça, c'est anus et rectum. Bravo! Mon Dieu. Mais t'es super bon. Écoute, mais merci. pour vrai, c'est-tu combien? Une petite étoile pour Ryan qui connaît le bassin. Et voilà. Mais tes questions étaient bonnes. Moi, je pensais que tu allais me poser une question comme c'est quoi le groupe de muscles qui tient le bassin. Ben voilà. C'est ça, j'aurais mangé une vessie dans le front. Mais qu'est-ce que tu aurais dit? J'aurais dit le groupe les muscles périnéales. Le plancher pelvien. Plancher pelvien. Ouais, OK, merci de m'avoir pas lancé quelque chose. J'apprécie. Pour les gens qui veulent te rejoindre, que ce soit leurs besoins physio et surtout pour les femmes enceintes pré et post. Ouais. Ou les hommes aussi. Hein? Les hommes ont un paquet de problèmes aussi dans cette région. Oui, c'est ça. C'est sûr que... oui, exactement. Ouais. Donc, tout ça, t'es vraiment quelqu'un qui peut être rejoint. Donc, j'ai aidé tes initiales, c'est ton logo. Oui. Mais s'ils veulent t'écrire ou t'appeler, comment qu'ils t'écrivent? Giovanni Duval, physiothérapeute sur Google, puis ma page va sortir, même chose sur mon Instagram. C'est incroyable Google, hein? Donc Giovanni Duval, Google, physiothérapeute, ils peuvent te rejoindre, poser des questions, t'es super dynamique, puis même pendant qu'ils se font traiter, ils peuvent même te poser des questions en immobilier, c'est comme un 2 pour 1, là. Ça pourrait être un service complémentaire. Get investment advice and physio all in one. OK, il y a peut-être de quoi là-dedans. Là. Je vais prendre 10%. C'est parfait. Merci. Merci d'avoir passé. C'était un plaisir de te recevoir. Merci. Invité. Parfait. Merci d'avoir été avec nous pour cette retenue. Je vous invite à nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube et les principales plateformes de podcasting, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Et si vous connaissez un cancre financier, dites-lui de s'abonner à ce podcast. On se rejoint à la prochaine retenue.